Ah, c'est cool, je vois que vous avez encore de l'énergie à 17h30. Je ne sais pas s'il y a des gens qui font la semaine de 4 jours. Alors ça me terrifierait parce que si ça se trouve, je suis la dernière chose entre vous et le week-end. Et là, de toute façon, je suis la dernière chose entre vous et le pot. Alors du coup, on va profiter de cette énergie. Je vais vous faire un truc un peu inédit. Pas tout à fait l'intro que je fais d'habitude. Je vais vous demander de fermer les yeux quelques secondes, le temps d'essayer de capter vos souvenirs du métier les plus anciens. Il y a peut-être des gens qui sont même pas encore dans le métier, mais c'est pas grave. Juste essayer de vous mettre dans cette vibe de on remonte le temps, on remonte, on remonte, on remonte, on remonte, on remonte. Et il n'y a pas de... Si ça vient pas, c'est pas grave. Juste capter une énergie et voir si on arrive à choper au passage. Là. On a capté Maurice. Maurice, est-ce que tu peux nous dire quelque chose sur les bugs? Dès le moment où nous avons commencé à programmer et à exécuter nos programmes, nous nous sommes rendus compte, non sans surprise, que ce n'était pas si facile que nous le pensions d'écrire des programmes corrects. Découvrir le débogage, c'était un peu comme découvrir la Lune. Et je me souviens du moment exact, de l'endroit exact. Il y avait à un étage le lecteur à bande magnétique et à l'étage au-dessus, l'ordinateur. Je redescendais pour modifier la bande de mon programme et à cet instant, il m'est apparu qu'une grande partie de ma vie à venir serait consacrée à trouver des erreurs dans les programmes que j'avais moi-même écrits. Betty. On était plusieurs à travailler avec le Dr von Neumann sur les codes d'instruction de l'ENIAC. Je suis parti pour Princeton un jour en me disant que si j'en trouvais le courage, il faudrait lui parler de cette instruction d'arrêt qui nous permettrait de mettre au point les programmes plus facilement. Donc je lui dis un peu timidement, n'aurions-nous pas besoin d'une instruction d'arrêt dans cette machine? Il répondit, non, pas besoin d'une instruction d'arrêt. Je rentrais chez moi très inquiète. En fin de compte, ça faisait des mois que nous étions jour et nuit à débugger la machine. La semaine suivante, après avoir apporté quelques évolutions au code, je suis retourné le voir avec la même question. Il m'a donné la même réponse. Cette fois-ci, j'ai tenu tête. Je lui ai dit, Dr von Neumann, nous sommes des programmeuses, il nous arrive de faire des erreurs. Alors, d'un signe de tête, il a cédé et on a ajouté l'instruction d'arrêt. Chers amis, chers collègues ou futurs collègues peut-être, ces deux voix d'outre-tombe, c'était celle de Maurice Wilks, né en 1913, mort en 2010, créateur de l'EDSAC, et celle de Betty Holberton, née en 1917, morte en 2001, une des 6 programmeuses de l'ENIAC. 2 pionniers de l'informatique. Pionnier/pionnière. Moi, c'est Laurent. Et aujourd'hui, si je fais référence à ces 2 voix ancestrales, c'est parce que je vais vous parler de trucs qui me trottent dans la tête depuis un bon moment. Alors, je vais vous parler des bugs. Ça fait donc environ 75 ans qu'on en parle. Ça fait 30 ans que ça me gratte. On va parler, entre autres choses, peut-être ouvrir pas mal de portes, de communication entre humains. Ça fait seulement 20 ans que ça me trotte dans la tête. On va parler de programmation fonctionnelle, autour de 10 ans. Il y a des gens qui se délectent par anticipation. On va parler de machines qui coderaient à notre place. Ça, c'est plus neuf. Au moment où cette prise de parole a pris naissance, a commencé à être écrite, ça remontait il y a environ 3 ans, c'était tout neuf. Et puis alors, une échelle beaucoup plus restreinte, peut-être qu'on va évoquer des choses qui se sont passées dans les 8 dernières heures de ce qui s'est dit aujourd'hui.
Encore un petit moment pour honorer la mémoire de celles et de ceux qui nous ont précédés. Maurice, devant une mémoire à Mercure. Betty, le titre de cette conférence. J'ai dit, on va parler de machines qui coderaient à notre place. Je voudrais faire un petit préambule à ce sujet-là pour dire pourquoi je préfère à titre personnel, et vous me feriez plaisir, si vous essayez, mais peut-être le matin devant la glace, dans un environnement safe, de le substituer, enfin, d'y substituer un autre terme, qui serait intelligence factice. Vous êtes d'accord? Factice, artificiel, c'est le même sens. Si vous pensez par exemple à une fleur artificielle, qui est la même chose qu'une fleur factice, ça ne véhicule pas du tout le même sens que intelligence artificielle. Notamment parce que ça fait quelques années qu'on nous le serine et qu'on nous le répète. Une fleur artificielle, c'est quelque chose qui imite l'apparence d'une fleur, mais qui n'en a aucun des attributs. Ça n'est pas vivant, ça sent pas bon, on ne peut pas la replanter, etc., etc. Et du coup, ma proposition, c'est ça, c'est de dire si je substitue un terme qui est normalement complètement substituable, tout d'un coup, ça prend un autre sens. C'est quelque chose qui imite l'intelligence humaine, mais qui n'en a en réalité aucun des attributs. Toujours le matin, toute seule, tout seul, dans un environnement où vous n'avez aucun risque, essayez de substituer au terme IA générative, qu'on a entendu aujourd'hui, celui de IF, donc pour intelligence factive, extractive et plagiaire. Vous pouvez rajouter colonial. Si vous êtes vraiment sûr que personne n'écoute aux portes, vous pouvez ajouter technofasciste. Comment torpiller sa carrière en quelques phrases. Et en fait, peut-être que je m'égare, parce que là, je vous parle des technos qui m'agacent en ce moment, alors que peut-être le sujet le plus important, pour nous qui sommes ici, pas seulement en tant que personnes qui représentons l'élite de l'artisanat logiciel, mais tout simplement en tant que développeuses et développeurs. Le sujet le plus important, c'est, petite bestiole, les bugs. Alors, question ouverte, franchement, parce que, je sais pas, je suis peut-être dans l'erreur. Est-ce que vous pouvez penser, là, tout de suite, à un sujet qui serait plus important que les bugs? Les spécifications. Une bonne... J'aurais envie de dire, si les spécifications ne sont pas correctes, c'est un bug de spécification. Alors voilà, je prends le terme au sens large. Hein, Ah L'antifascisme. Un sujet peut-être, un sujet plus important, c'est difficile de tracer des frontières, dans la petite bulle que nous appelons notre métier. Et par exemple, si vous m'aviez dit « Ah, la productivité bah, », y a-t-il des managers dans la salle? Je vous aurais dit, il faut d'abord avoir résolu le problème des bugs, parce que si vous commandez un logiciel à quelqu'un, et que vous dites les bugs, c'est pas grave, il y a zéro problème de productivité. On peut vous livrer littéralement 1 million de lignes de code au mois, la journée, à la minute. En fait, il suffit de répondre « Ah, mais vous me dites que telle fonctionnalité, elle ne fonctionne pas, c'est un bug. Vous m'aviez dit que les bugs, c'était pas grave. » Donc, voilà pourquoi je pense qu'en 2026, comme sur l'échec, hein, il y a encore écrit 2025, mais je ne me suis pas laissé avoir, on doit bien se reposer cette question, qui donc est avec nous depuis 3/4 de siècle. D'où viennent les bugs? Je dis bien d'où ils viennent, et pas
d'autres questions subsidiaires et annexes comme qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on les a trouvés? Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a trouvé un bug? On l'ignore, ça arrive, on réfléchit, on le log soigneusement dans la to-do list des bugs qu'on ne va pas corriger. La seule chose vraiment utile à faire quand on a trouvé un bug, c'est bien évidemment le corriger. Et c'est une question tellement triviale. Si on savait d'où ils viennent, on aurait peut-être une petite chance de les éviter. Donc, de gagner du temps, de l'efficacité, de s'éviter des souffrances. Pendant longtemps, ma théorie principale, enfin ce sur quoi je m'appuyais pour tenter de répondre à cette question, c'était une discipline, une catégorie d'investigation, de questionnement qui a déjà été citée aujourd'hui, qu'on appelle les biais cognitifs. Les biais cognitifs, c'est quoi? Ce sont des déviations systématiques de la rationalité, ensuite les grands mots, qu'on peut constater empiriquement, par l'expérimentation. Donc on trouve une norme, qu'est-ce qui devrait être le comportement des personnes face à telle ou telle décision. Cette norme est juste, ça nous ramène à la question des spécifications en fait. Mais face à une certaine norme, on observe que des comportements apparaissent qui dévient de cette norme. La façon dont je résumais ça, c'était à grande loi, les bugs dans le code viennent des bugs dans le cerveau. L'ouvrage plus sérieusement qui, au-delà des slogans, explore, présente un peu les résultats de tout ça, c'est bien entendu Thinking Fast and Slow de Kahneman. Si vous y réfléchissez, ça fait quand même quelques milliers d'années que nous, les êtres humains, nous pensons. Et ça fait pourtant que quelques décennies qu'on a étudié ce sujet des erreurs dans notre pensée. C'est fou, non? Mais ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, en fait, c'est ce qui est arrivé quand j'ai laissé derrière. Ça ne veut pas dire que je l'ai abandonné ou que je l'ai renié, mais je suis arrivé à penser à une autre catégorie d'explications concernant d'où viennent les bugs, qui a encore plus augmenté ma perplexité à ce sujet. Dans cette période-là, ce n'est pas le travail d'un seul cerveau qui m'a intéressé, mais le travail de plusieurs. On va dire, pour généraliser, au moins 2 cerveaux. Et là, c'est embêtant parce qu'on n'a même pas de terme pour discuter de ça. Pour discuter un terme équivalent à biais cognitif pour discuter des erreurs systématiques dans la communication entre des êtres humains. Donc quoi, les scientifiques? Alors, il y en a un qui avait essayé, il s'appelait Alfred Korzybski. C'est la personne à qui on doit l'expression « la carte n'est pas le territoire ». Il y a des personnes à qui ça évoque quelque chose. Par exemple, au hasard, c'est pas parce qu'on a mis sur quelque chose l'étiquette « intelligence artificielle » que ça veut dire que c'est intelligent. Distinction carte-territoire. Il a eu des élèves, par exemple Hayakawa, dont ce bouquin-là est aussi très intéressant et explore un peu la façon dont on nous manipule avec le langage. En fait, il y a des ouvrages de self-défense, quoi, c'est intéressant. Mais ça n'a pas vraiment été... ça n'a pas été jusqu'au point de devenir une discipline scientifique bien connue, bien étudiée, comme l'est la théorie des biais cognitifs. Il y a quand même des petites choses intéressantes et concrètes qui en ressortent. Ça, par exemple, c'est une illustration qu'on doit à Jeff Patton, avec donc les trois personnages qui sont complètement d'accord entre eux, mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas d'accord sur la même chose. C'est un petit peu... désolé si je mélange un peu des choses, mais il me semble que c'est Rose, tout à l'heure, qui montrait ça sous l'angle des perspectives différentes de personnes qui sont devant un chiffre au sol, qui peut être un 6 ou un 9 selon là où on est. Ça, c'est un petit peu le dual.
C'est des gens en fait qui ne seront pas d'accord sur la même chose tant qu'ils n'auront pas discuté de ce à quoi ils pensent. Le mot que j'utilise, Christophe qui est là m'a beaucoup inspiré pour ça, c'est le mot de cohérence ou d'incohérence. Et mon laboratoire préféré, là aussi c'est quelque chose qu'on partage avec Christophe depuis longtemps, pour observer expérimentalement, empiriquement, enfin sur le terrain, comment finalement il se produit des bugs de communication et que ça devient des bugs dans le code, c'est le dojo de programmation ou Coding Dojo. Et qui connaît? Voilà, tout le monde. Génial. Bon. Non, disons, il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas, je vais un petit peu détailler. On peut appeler ça aussi, on peut retrouver quelque chose d'approchant sous le terme mob programming ou ensemble programming. Je voudrais aussi citer Manu Gaillot, avec qui on a initié les tout premiers dojos de programmation. Après, c'est devenu quelque chose qui a survécu à l'ensemble des personnes qui ont lancé le truc. Le principe vraiment très rapide, au cas où il y a des personnes qui ne connaissent pas, c'est de se retrouver en groupe, travailler sur un bout de code. Alors ça peut être un problème pédagogique, ça peut être un kata comme on les appelle, ou ça peut être un élément de la base de code sur laquelle on travaille. L'objectif, en tout cas dans la version pédagogique, n'est pas nécessairement de résoudre un problème. Souvent on connaît en fait déjà la solution, c'est de travailler ensemble un geste précis, un geste de test, un geste de refactoring, pour le rendre le plus propre possible, le plus précis possible par la répétition. Ce qui va être intéressant dans un dojo, c'est qu'on va voir des personnes différentes aborder, approcher un problème avec des stratégies qui leur sont propres. Chacune et chacun avec peut-être sa marotte. On espère que cette diversité, évidemment, va se traduire avec le temps par des solutions plus robustes. Et d'accord, hein, c'est ça l'intérêt de la diversité. C'est pas le seul, mais on va en attendre, c'est d'aboutir à des solutions qui sont robustes à différents changements. Mais en fait, au début, souvent, ça fait plutôt un peu du désordre, quoi. On a une personne, je ne sais pas, imaginez, c'est celle de gauche, qui est experte en programmation objet. Et donc, qui connaît tous les patterns, qui va vouloir mettre de l'héritage. Je pense à ce que nous disait Alizé tout à l'heure. On en a une autre qui est très férue d'algorithmique. Et on en a besoin aussi, hein, mais donc il va commencer à réfléchir le problème sous l'angle de quel est le bon algorithme. Et puis peut-être la troisième, qui va d'abord penser test. Il va se dire c'est quoi le test unitaire que je vais devoir écrire en premier. Est-ce que je vais être en outside-in, en inside-out, en top-down? Est-ce qu'il faut que je fasse de la pensée latérale? Que sais-je encore? Et donc ces perspectives clashent. Quand on fait ça, non pas sur un exercice, où là c'est OK d'avoir de divaguer, de ne pas savoir où on va, mais quand on fait ça sur le code qu'on est censé écrire pour lequel on est payé, donc quand on est dans des situations de mob programming, ça peut inquiéter. Des fois dans le dojo, les gens disent « Ah, regardez, ça fait 2 heures, on n'a pas avancé. » Sous-entendu, imaginez si on faisait ça au boulot. Mais en fait, imaginez, on est dans une situation de travail. Les 3 personnes là dont je vous ai parlé pensent être d'accord. Et chacune dans leur coin produit du code. Et on les laisse faire. Au moment de l'intégration, ça va être la cata. Donc finalement, cette expérience de l'incohérence, le fait de révéler l'incohérence, nous permet en fait finalement de créer des choses plus robustes. Je vous dis ça, ça reste un peu abstrait. Et donc moi j'aime bien en fait quand il s'agit de parler de choses concrètes, raconter une histoire. Et souvent ça commence par un soir au dojo. Un soir au dojo, tu t'en souviens Christophe, tu étais là. On travaillait sur un kata sympa, simple, la modélisation des mains de poker.
petite pause sur l'abstrait et le concret. Donc vous voyez, ça c'est le domaine, c'est le métier. C'est très simple. Et donc on lance le dojo, on fait l'appel, un petit rituel habituel, et puis on commence à mettre les mains dans le cambouis. Et donc on écrit, pour commencer, un test unitaire, parce que c'est la règle commune qu'on s'est fixée, qu'on a adoptée dans ce dojo. D'autres peuvent en adopter d'autres. Nous, on a décidé qu'on commençait par un test unitaire. Et ça ressemble à peu près à ça. C'est pas du live coding, mais on va voir du code. Et c'est du Haskell. Il y a d'autres personnes dans la salle, à part Yohannis, qui pratiquent et apprécient Haskell. Bon, alors, l'idée, c'est que, comme dans un dojo d'ailleurs, on va voir du code et tout le monde, toutes les personnes présentes doivent comprendre ce qui se passe. Ça, c'est l'une des règles, une des autres règles du dojo, c'est que personne ne reste en arrière. Si on n'a pas compris, bah, on lève la main et on dit j'ai pas compris, tu fais quoi là, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Donc vous avez, pendant le temps de cette intervention, l'autorisation de lever la main pour dire j'ai pas compris. C'est surtout de la syntaxe en fait qui va être un peu étrangère, puisque qu'est-ce qu'on fait ici? Est-ce que c'est self-explanatory comme on dit? Que ça se passe d'explication? Ok, très bien. C'est un test, je pense que c'est un test comme Christophe les affectionne, outside in. C'est-à-dire qu'on commence par se dire qu'est-ce qui aurait de la valeur pour notre client hypothétique qui nous a commandé une appli qui est capable d'arbitrer des battles, des mains de poker. C'est pas exactement où on va, en fait c'est quand même un kata, donc c'est un domaine restreint. On verra tout à l'heure jusqu'où l'imagination pourrait nous porter, mais voilà, ce qui nous intéresse, c'est j'ai deux mains de poker, laquelle est gagnante. Donc, j'ai une fonction qui s'appelle winner, c'est bien, c'est métier, qui prend deux mains de poker, vous les voyez, et qui dit, ça c'est de la syntaxe et c'est le framework de test, qui dit le résultat d'appeler cette fonction avec ces deux valeurs en paramètres devrait être, qui c'est qui gagne? C'est le joueur de gauche. Est-ce que tout va bien ou est-ce qu'il reste encore des zones d'ombre? Vous validez ce test unitaire. On va pouvoir passer. Ben. Bien vu! Effectivement, c'est vrai que j'ai pas. C'est un copier-coller malencontreux. Alors, littéralement, je lis mon texte. Ça n'a l'air de rien, mais sur un petit test unitaire comme ça, et avant d'avoir décrit une seule ligne de code, on voit déjà tout un tas de sujets qui sont des sujets de cohérence. C'est la magie du truc. Hein, qu'est-ce qu'on fait avec des jeux de cartes? On fait un tour de magie. On a effectivement des tas de choses qui peuvent nous alerter sur des erreurs de communication. Et là, tu fais bien de le préciser, il y a beaucoup d'as, je n'ai pas répété pour la captation, il y a beaucoup d'as dans ce jeu, ce n'est pas un jeu très réaliste. Après, ça n'empêche pas, enfin, on voit l'intention, et de toute façon, c'est un test unitaire, donc on s'attend aussi à prêcher le faux pour savoir le vrai. Mais est-ce que vous voyez d'autres choses qui vous choquent? Alors ça, c'est purement syntaxique, mais c'est vrai, oui. Enfin, à un moment, il faut se fixer sur est-ce qu'on pourrait écrire must au lieu de should. C'est un choix. On compare que demain. Mais ça, effectivement, c'est vraiment à un moment donné, il faut qu'on parle de quelque chose. Donc on a fixé un certain nombre de choses. Là, c'est plutôt, enfin, du point de vue de, comment dire, du point de vue des bonnes pratiques, on est plutôt bien. On a nommé quelque chose par le résultat.
Bon, on a un test, voilà. Mais moi, ce qui me chiffonne, et concrètement, hein, ça me chiffonnait, encore une. On ne sait pas effectivement pourquoi dans ces deux valeurs-là, c'est la main du joueur de gauche qui l'emporte. Si, parce qu'il y en a un qui a un carré, il y en a un qui a un brelan. Hein, c'est censé être ça l'idée. Mais c'est pas ça, moi, ce soir-là, qui me chiffonne. Ce qui me chiffonne, c'est quoi ce beans avec toutes ces chaînes de caractères? Vous l'aviez ou pas? Pourquoi ça pose problème? Il y a plusieurs raisons. Il y a en fait plein d'ambiguïtés possibles. On a choisi implicitement de représenter les couleurs des cartes avec les noms anglais. Clubs, spades, hearts, diamonds. Et si on choisit le français, on va avoir un souci parce que cœur et carreau, même initial. Ensuite, on a choisi des valeurs numériques, mais on va avoir un problème pour les cartes qui ne sont pas des têtes. Bon, voilà, si on laisse ce test en l'état, c'est possible qu'on ait différents problèmes dans le code résultant de l'ambiguïté. Mais surtout, ce qu'on a, c'est une divergence entre un choix de représentation et la réalité du métier qui nous intéresse. Donc, correction cosmétique, on peut rajouter un commentaire pour expliciter nos implicites. On l'a entendu tout à l'heure, hein, ça fait partie des axiomes du craft. Et en fait, on peut faire mieux. Ce qui continue à me chiffonner avec ça, c'est que, et là, dans ce jeu de cartes que je tiens en main, il y a combien de cartes? 52, pas loin. 54, parce qu'il y a 52 cartes et 2 jokers. C'est fort. Et une chaîne de caractères, de 2 caractères ASCII, je peux représenter combien de valeurs différentes? Mettons ASCII. 65. Bravo, très fort. Dans mes notes, il y a marqué 65 000. Je plaide coupable de l'approximation. Oui, donc le souci, en fait, c'est qu'on a environ 1000 fois trop de valeurs possibles par rapport à celles qu'on aurait envie de pouvoir représenter dans le code. Même si je décide que d'utiliser que les 26 lettres plus 10 chiffres, là, ça fait encore 36. Et 36 au carré? Ah, fais-moi le malin maintenant. 44. Non, 36 au carré, 1296. C'est écrit là, tu peux. Donc on va voir ce petit challenge. Comment est-ce que je réduis cette incohérence entre mes objets métiers et ma représentation dans le code? Et donc c'est le moment où je commence à vous faire l'article pour la programmation fonctionnelle et tout ce qu'elle apporte. Les langages fonctionnels, pourquoi on les appelle fonctionnels? Parce que l'élément le plus important, c'est une fonction au sens mathématique du terme. Une fonction, elle, alors, pour le dire de manière un peu pédante, elle envoie des éléments d'un domaine dans un codomaine. Pour le dire de manière plus prosaïque, quand vous lui donnez les mêmes arguments en entrée, elle renvoie toujours les mêmes arguments en sortie. C'est rassurant. Qui a fait de l'objet et s'est amusé à faire des tests unitaires ou est-ce que cette fonction me renvoie 2 fois la même chose? Vous voyez ce que je veux dire? Et les autres, je vous souhaite de ne pas le découvrir. Et c'est vachement plus facile à mettre sous test unitaire. Vous savez, quand vous avez appelé une méthode avec certains paramètres dans un test unitaire, si le test vous renvoie vert, il renverra toujours vert. Il y a un outil tout à fait humble, mais très efficace, qui s'offre à nous aussi dans les langages de programmation fonctionnelle. On les appelle les types algébriques, les types somme et les types produits. Il y en a d'autres qui kiffent. Pourquoi ça s'appelle comme ça? Parce qu'on fait de l'arithmétique avec des sommes et des produits. On s'explique. Alors, on va commencer par le joker. Où est-ce qu'il est, le joker? Il se cache. C'est un petit peu son métier d'être coquin. Donc, on va définir un type de données qu'on appelle joker. Et il contient
une valeur qui est le joker. Ça va? On commence à faire du Haskell. On n'a pas ça que dans Haskell, on a ça dans plein de langages, des langages fonctionnels et même des langages hybrides. Disons qu'on va ajouter maintenant les têtes. Donc on a toujours... Là, j'étais en train de vous parler sur une slide vide. Vous êtes très très fort. Ça marche. Oui, en même temps, on peut l'énoncer, c'est se le représenter. On va passer aux têtes. Là, donc, ce qu'on introduit en termes de syntaxe, hein, c'est la barre verticale qui sert à séparer des valeurs. On a combien de valeurs? Super, vous êtes très fort. Et très forte. On va ajouter les cartes basses. On en a 10, je ne les ai pas toutes énumérées. Rien de nouveau du point de vue syntaxe. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? On va les combiner. Et donc on va dire une valeur de carte, hein, c'est-à-dire pas la couleur mais juste la valeur, c'est ou bien une carte, une tête, une carte haute, avec une valeur de type high card, ou bien une carte basse avec une valeur de type low card. Tout le monde suit? C'est là qu'on voit pourquoi c'est un type somme. Parce que le nombre de valeurs qui peuvent être dans un type somme n'est ni plus ni moins que la somme du nombre des valeurs des types qui le composent. Je suis content de ne pas avoir eu besoin de mes notes pour sortir cette phrase. Ça fait un peu maths, mais on voit aussi l'élégance des maths. Le nombre de valeurs qui peuvent entrer dans un type somme est la somme du nombre de valeurs qui peuvent entrer dans les types qui le composent. Presque la forme d'un théorème. On va voir comment on fait les couleurs. Les couleurs, c'est pareil, c'est une énumération de 4 possibilités. Et là où ça se corse, c'est qu'on va vouloir associer une couleur et une valeur. Et ça va donner ça. Et c'est donc, qu'est-ce que vous reconnaissez là? C'est un type produit, mais c'est aussi un tuple ou une paire. Une paire, c'est très classique, hein. On va trouver ça dans beaucoup de langages de programmation, mais par contre, ce qui est peut-être nouveau, c'est de dire « Ah, mais une paire, c'est un type produit ». Et donc, quelle est la caractéristique d'un type produit? C'est un type dans lequel on peut mettre autant de valeurs que le produit du nombre de valeurs qu'on peut mettre dans chacun des types qui le composent. Et du coup, si vous avez bien suivi, je dis si vous avez bien suivi. En fait, je vais vite un peu exprès, hein, c'est la nature même des tours de magie, on va vite, on espère qu'à un moment, quelqu'un loupe quelque chose. Ah, bravo, quelqu'un qui a lu mes notes ou qui suit très bien. Oui, tout à fait. Voilà. Et effectivement, on a oublié le joker. C'est une étape sur le chemin. Et effectivement, ça, par contre, c'est super important en mode programming ou en dojo. Il faut qu'on se sente OK de poser à un moment une question en disant est-ce qu'on n'a pas oublié? Et là, voilà, on révèle l'incohérence, on la rend examinable, et donc on va ensemble dire OK, voilà comment on traite cette incohérence. Donc on a besoin, là en l'occurrence, on ne va pas aller jusqu'à 54 cartes parce que je n'en ai pas besoin, je vous laisse ça à faire en exercice à la maison. Mais on a un jeu de 53 cartes modélisé avec 53 pardon, égale 4 x 13 plus 1. Ça colle. Qu'est-ce qu'on vient de faire ici? On vient de modéliser notre domaine métier en autorisant que les valeurs qui lui appartiennent. Donc on a tout simplement éliminé la possibilité
d'avoir dans notre code, qui se balade dans des fonctions qu'on appelle, et un peu plus bas dans la file d'appel, les fonctions appelées par ces fonctions, etc., n'importe quelle valeur qui ne serait pas légale. Et donc, on n'a plus besoin de mettre des assertions ou des checks pour dire est-ce que la première lettre de ma chaîne est bien un truc entre 1 et 9 ou K, J, Q ou c'est tout. Et comment on va représenter le joker d'ailleurs? C'est un problème qu'on aurait eu. Là, on sait comment on va représenter le joker puisque c'est tout simplement une instance du type poker card. On n'a toujours pas écrit un seul test. Enfin, on n'a pas écrit un test de plus. Alors bon, ça évidemment, ça ferait peut-être criser dans le dojo. Il y a des gens qui nous diraient, mais ça fait 1 heure qu'on est là, on n'a écrit qu'un seul test unitaire. On l'a même réécrit. Le temps qu'on perd. Mais en fait, on a vachement progressé. On a éliminé toute une catégorie de bugs et on n'a pas fait plus que ce premier test unitaire, qui est un test qui n'est même pas vraiment un test purement unitaire. Enfin, c'est au sens outside-in, c'est quelque chose qui nous a assuré de la valeur qu'on allait livrer au client. Et donc, on a quand même un principe qui est assez puissant. Un principe puissant, ça mérite un mnémonique, un truc pour aider à le retenir. Et là, en l'occurrence, ce mnémonique, c'est « Make illegal states unrepresentable ». Voilà, rendre impossible, littéralement, de représenter les états invalides. Vous allez peut-être me dire, même si je vois personne lever la main pour dire « Ah, mais... » Et c'est quand même pratique les chaînes. Il était vachement long ce test unitaire-là. C'est vrai. Et d'ailleurs, à un moment donné, il faut bien qu'on les affiche ou qu'on les représente, les valeurs de ces cartes, en debug, à un moment dans une interface graphique. Et donc, ce serait bien de pouvoir faire quelque chose plutôt comme ça, de dire voilà une main de poker sous la forme d'une chaîne, mais tu vas la prendre telle qu'elle est dans le test ou dans une trame de message qu'on a besoin de décoder, et puis tu vas en faire un objet métier qui a la propriété qu'on vient d'évoquer. Je triche. Non, c'est tout ce que j'ai à dire en fait. Ce que je suis en train de faire, c'est délimiter un noyau fonctionnel. Combien? 5. Il y a eu un tour de magie là aussi, où il y a du temps qui a disparu. Je vais peut-être avoir besoin d'un peu plus. Donc, on a notre noyau qui est protégé de l'arrivée de choses illégales par cette fameuse fonction parse et qui va à son tour pouvoir émettre des choses qui n'auront plus cette propriété magique de il ne peut pas y avoir de valeur illégale. Ça a aussi une mnémonique, pour s'en souvenir, ça s'appelle parse don't validate. C'est aussi le titre d'un article qui a été à l'origine de cette réflexion. Il y a vraiment comme ça des articles qui sont extrêmement génératifs, dans le vrai sens du terme, qui vous restent dans la tête comme ça pendant des années, et après on continue à en sortir de nouvelles idées. Et c'est là pour moi qu'il y a un vrai deuxième tour de magie. C'est ces principes qu'on a passés en revue, donc parse don't validate, functional core imperative shell, make illegal states unrepresentable. Ce ne sont pas des recettes, ce ne sont pas des choses que vous allez venir ploper comme ça dans une équipe en disant « Coucou, je suis Coach Craft, faites ça ». Ce sont ce qu'avec Christophe on appelle des heuristiques. C'est des choses dont on peut discuter, c'est des choses dont alors j'allais dire on doit, dont c'est super utile de discuter en équipe. Si je regarde un peu au-delà de ce que je vous ai dit, il y a d'autres sources fréquentes de bugs dans le code. Au sens technique du terme, je vous disais, la vraie source des bugs dans le code, c'est l'incohérence, c'est les bugs de communication. Mais ces bugs de communication se traduisent souvent d'une façon technique, par exemple par des bugs de mutabilité de l'état. Si je modélisais mes cartes à jouer dans un langage objet, par exemple, je pourrais avoir mis, comme ça, un peu par réflexe, un getter et un setter pour, indépendamment, la valeur et la couleur. Il y a souvent des bugs en fait, qui dérivent du fait qu'on utilise cette capacité d'une manière qu'on n'est pas censé l'utiliser,
parce qu'on n'a pas fait ce sur quoi on aurait pu se mettre d'accord. Et donc, on peut se retrouver avec 2 valets de cœur dans un même jeu. Exemple au hasard. Et c'est, en tout cas pour le poker, c'est antinomique avec l'idée qu'on vient de voir d'éviter de représenter des états invalides. Donc, dans un langage comme Haskell, tous les objets sont immutables. Les types produits, les types sommes. Voilà, donc l'état, c'est le mal. Ce qu'on veut, c'est des fonctions pures. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ça aide à écrire des meilleurs tests unitaires. Hop, hop. Et des objets immutables. Quand je dis que ce sont des principes qui se renforcent mutuellement, le sens des petites flèches là, une autre manière de l'illustrer, plus en référence à... Qui a déjà joué à Balatro? Ah. J'ai passé beaucoup plus d'heures que je ne saurais l'avouer là sur Balatro. C'est une autre manière de dire la même chose, c'est qu'en fait, dans un jeu de deck building, Balatro n'étant qu'un exemple parmi des tas, et certainement des gens qui n'ont pas joué à Balatro, qui n'ont pas envie, mais qui ont l'expérience de quelque chose de similaire, vous concevez une stratégie en mettant ensemble des choses qui se renforcent, qui ont une bonne synergie. Une synergie dans le jeu, ce n'est pas du tout un mot abstrait, ça veut dire que vous allez arriver à faire des scores qui pètent les compteurs, parce que vous avez, au fil des mains, accumulé le truc qui vous permet d'augmenter vos jetons, là c'est le truc en bleu, et le truc qui vous permet d'augmenter le multiplicateur, le truc à partir de quoi le code final est généré. Si vous en avez l'un des deux, vu que c'est un produit, on est toujours dans les maths, qui est à 0, le produit va être à 0. S'il est petit, le produit va être petit. Donc si vous négligez le moteur qui vous permet au fil des mains d'accumuler de plus en plus de jetons, vous n'allez pas réussir à faire des super scores. Si vous négligez le truc qui vous permet au fil des mains d'avoir de plus en plus de multiplicateurs, vous n'allez pas faire des super scores. Et en fait, il y a 3 étages parce qu'il y a un truc qui va vous permettre d'ajouter au multiplicateur, mais vous en avez un qui vous permet de multiplier. Et ce qui est intéressant, c'est la synergie entre ces trucs-là. Il y a des choses qui viennent avec les jokers, qui sont des super pouvoirs. Chacun joue un rôle spécifique. Il n'y en a aucun qui est le meilleur. Il n'y en a aucun qui fait tout pour vous. C'est vraiment quelque chose qu'on assemble, comme on assemble une équipe, sur la base de compétences diverses et différentes, et qui vont faire qu'on arrive à péter des scores. Un peu comme j'ai pété le temps de cette conférence. Bon, le problème de notre métier, c'est qu'on ne l'exerce pas dans une petite bulle d'artisanat, mais dans un système traversé d'enjeux de domination, à toutes les échelles, qu'on parle de géopolitique, de trumpisation du monde, ou même simplement du monde du travail et des entreprises dans lesquelles on exerce. Et dans ce monde, il y a aussi des choses qui peuvent jouer le même rôle, mais de façon symétrique, qui vont se renforcer dans le mauvais sens. C'est là que je reviens à nos intelligences factices. Bon, je passe rapidement, ça date de 2017, mais quand on dit des algorithmes d'intelligence artificielle, c'est juste des grosses matrices en fait, voilà, c'est tout. Ce qui va se passer avec ces modèles qui génèrent du code à notre place, c'est vraiment, en plus je ne parle que de ça, j'essaie de faire un focus là-dessus. Je ne vous parle pas des conséquences environnementales, c'est même pas dans le scope. Mais juste du point de vue des bugs et d'où viennent les bugs, c'est un nouvel acteur en quelque sorte qui va prendre sa place dans un jeu de communication et qui va à son tour apporter des nouvelles sources de bugs de communication. En plus de ses propres bugs, parce qu'on sait que dans la matrice il y a plein de glitches, de bugs, c'est un programme, c'est un algorithme, il a été conçu par des humains à la base. Il n'y a pas à ce stade d'autogénération spontanée des intelligences tout court, ça n'existe pas. Et certainement pas, en tout cas, dans le cas des intelligences factices. Et donc, on va avoir des nouvelles sources de bugs. Ce qui fait qu'en fait, on va avoir aussi un système de choses qui se renforcent mutuellement, mais dans le mauvais sens. Bon, ok, c'est la partie que j'ai improvisée dans le train. Clairement, il va me falloir une nouvelle conférence pour vraiment détailler ça, mais je vous le fais super rapidement parce qu'on est déjà en train de... Bon, il y a les 5 minutes de courtoisie, on va dire.
On a ce problème, par exemple, de l'atrophie cognitive. Alizé en parlait juste avant, en fait. Bah, si c'est trop facile, on n'apprend rien, en fait. Et si on n'apprend rien, à un moment donné, c'est facile de se dire j'ai pas besoin d'apprendre à coder puisque j'ai une machine qui va le faire pour moi. Mais c'est quoi mon pouvoir, en fait, dans ce cas-là? L'atrophie cognitive renforce le risque qu'on produise des choses de mauvaise qualité. Hein. C'est donc tout ce qu'on appelle le phénomène de slop. Je ne vais pas le traduire en français parce que ça vous laisse le faire dans votre tête. Il y a quand même des effets pervers sur nous dans notre métier. Enfin, il y a un problème de déqualification. Là, les 30 ans de carrière pendant lesquels j'ai accumulé beaucoup de compétences, tout d'un coup, ça ne vaut plus rien. Ce n'est pas un hasard. Ça fait partie de l'intention des entreprises qui poussent ces technos. L'objectif, ce n'est pas d'ailleurs de faire que les algorithmes génèrent du code à notre place. Si vous croyez ça, vous êtes tombé dans le panneau du marketing de ces choses-là. L'objectif, en fait, c'est qu'on ne soit plus autonome dans les décisions qu'on prend vis-à-vis de la machine et qu'on soit au service de la machine plus que la machine ne soit à notre service. Qui va mener nécessairement à une intensification du travail qui fait partie des sources d'un certain nombre de souffrances, de problèmes, de dégâts psychiques qu'on connaît aujourd'hui. C'est renforcé par toute la petite boucle du FOMO, du FOMO et du FOBO, qui fait qu'on est en permanence en train de se dire « Ah oui, mais alors Claude Code, ça c'est déjà le truc de la semaine dernière, c'est dépassé, faut passer à je sais pas quoi, Cohen bidule, enfin... » On n'a même pas le temps de s'habituer à tout ça, quoi. Il faut déjà passer au prochain truc. Le MCP s'est dépassé, là maintenant il faut utiliser les skills. Et en fait, on finit par ne plus réfléchir du tout à ce qu'on fait, mais au truc qu'on nous vend pour le faire. Sans compter voilà, les problèmes des hallucinations, ce que j'appelle le cirage de pompe, ce qu'on appelle en anglais psychophancy. Ça, c'est tout à fait vrai. Hein. Il y a des cas documentés maintenant de psychose ChatGPT. Il y a des gens qui, à force de tourner en boucle avec le chatbot, deviennent complètement... perdent le contact avec la réalité. Voilà. La véritable source des bugs, mais finalement, encore plus que ça, la véritable source de notre faiblesse collective, c'est l'incohérence. C'est cette difficulté profondément et proprement humaine que nous avons tout simplement à nous mettre d'accord. Chaque expérience humaine est unique, et c'est à la fois une force, celle de la diversité, tout en étant la source de toutes nos difficultés. Et du coup, voilà, presque dans les temps, où je vous laisse avec, je l'espère, de grands espoirs fondés sur notre capacité à communiquer, à apprendre ensemble, les uns et les unes des autres. Et j'espère aussi, peut-être avec une défiance, ou en tout cas un recul critique sur l'avenir du développement logiciel qu'on essaye de nous vendre depuis 2-3 ans. Et quoi qu'il en soit, je vous remercie de votre attention.